Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs de SOS Docteur TV, bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous sommes encore là pour une semaine à votre compagnie. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2024 et aujourd'hui nous allons parler de l'hygiène intime des femmes enceintes avec notre invité du jour. Bienvenue encore une fois et ils sont là comme vous le savez, tous les jours ils m'accompagnent durant cette émission et ils sont là bien au taquet, bien au rendez-vous, surtout disposés à vous servir uniquement le meilleur. Bonjour Charlène. Bonjour Blandine, je vais bien et toi? Je vais bien également. Encore adieu ce matin. Merci, je te rends le compliment. Merci. Bonjour à nos chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ici nous allons bien, en tout cas nous vous promettons la bonne ambiance ce matin. Voilà. Bonjour Jacques. Bonjour Blandine, peut-être que nous les hommes ne sont pas radio aujourd'hui. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Quelle jalousie. En fait, jaloux comme ça. Quelle jalousie. Mais j'avoue que je démarre très bien ma semaine parce que ce matin, ce n'est pas le coq du voisin qui m'a réveillé, mais c'est le gazouillement des oiseaux qui m'a réveillé. Et voilà, j'arrive sur le plateau de Sublime Beauté qui illumine ce plateau. On peut faire ça. C'est la belle semaine. J'ai honte de ma beauté. Bonjour Ezekiel. Bonjour Blandine, ça s'est bien passé, merci. Bonjour Charlène, bonjour Jacques, bonjour aussi à nos chers amis du plateau du bien-être. On espère que le week-end s'est bien déroulé, en tout cas chez moi, je rends grâce à Dieu. J'espère que hier tu as pu dormir. J'ai essayé. J'ai essayé, mais ça c'est du privé. Donc voilà, j'ai essayé. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin et puis pour démarrer cette belle semaine encore. En tout cas, le plaisir, il est partagé. Nous sommes également ravis de vous retrouver, chers téléspectateurs amoureux du plateau du bien-être. C'est parti encore pour 1 heure de temps en votre compagnie. Prenez tout simplement plaisir à nous suivre dans cette émission. Et comme à l'accoutumée, nous allons commencer avec la causerie du jour. Que pensez-vous des amours interdits? Jacques, pourquoi tu me demandes de commencer avec... Est-ce qu'il a dit quelque chose? Pourquoi tu me demandes de commencer avec Ezekiel? J'en sais rien. Bon, Ezekiel, tu acceptes de commencer? Bon, volontiers, il faut bien que quelqu'un commence. N'est-ce pas? Bon, je vais démarrer avec des idées plus ou moins basiques pour essayer de nous remettre dans le contexte. Qu'est-ce qu'on appelle amour interdit? Disons que c'est une relation qui ne peut pas avoir lieu, voilà, entre deux personnes, peut-être parce que ils ont ils ont un lien de famille, peut-être que c'est une cousine, un frère ou une soeur, ça relève même de l'inceste parfois, ou peut-être deux familles, peut-être qui ne s'aiment pas, ou qui ont eu des antécédents, et qui n'aimeraient pas que deux jeunes de leur famille s'unissent. Voilà, il y a plusieurs cas qui peuvent rendre, en tout cas, des amours interdits pour deux personnes. Mais je prends ces 2 cas basiques là parce que c'est les cas qu'on connaît souvent. On dit souvent que que telle personne de telle localité ne peut pas épouser telle personne d'une autre localité parce qu'il y a eu des antécédents, tout ça. Ou parfois, voilà, malheureusement, il y a deux jeunes qui sont peut-être de la même famille. Souvent, c'est souvent les cousins et les cousines qu'on constate, peut-être qui ne savent pas peut-être de base qui sont cousins et cousines, qui tombent amoureux et après on leur dit que vous êtes cousins et cousines et que vous ne pouvez pas justement voilà, vous lier de relations amoureuses et ça devient un peu compliqué. Bon, maintenant pour moi, sur la base de la famille, je me dis que c'est quelque chose de normal que cet amour soit interdit. Parce que quand vous êtes lié de famille, ben, c'est un lien de sang. Donc c'est pas très sain de pouvoir vous lier d'amour parce que voilà. Quand on parle d'amour, il y a beaucoup de choses qui viennent après. C'est aussi le désir charnel, tout ça qui peut venir même des enfants. Et on sait qu'il peut y avoir consanguinité, voilà, lorsque deux personnes de la même famille s'unissent. Maintenant, à propos de ce qui est de localité, on dit que voilà, telle personne pas s'unir à telle personne. Bon, je ne sais pas exactement sur quel antécédent ou sur quelle base c'est ces gens de ces localités-là se basent, mais pour moi, ça ne devrait pas avoir lieu parce que si deux personnes s'aiment, ça va au-delà justement de tout ce qui est voilà, localité ou village ou encore ethnie, tout ça. Donc, je pense que ça va au-delà de tout ça. Donc, pour moi, c'est seulement dans ce cas-là que
on peut essayer justement de trouver un compromis pour que les deux personnes puissent s'unir. Maintenant, du côté famille, peut-être que Jacques aura à nous parler d'autres aspects, mais pour moi, du côté famille, ben, c'est oui, les amours interdits. Quand vous êtes frères et sœurs ou cousins, cousines, ça ne devrait pas avoir lieu. Il ne doit pas avoir, pardon, j'ai un chat dans la gorge, il ne devrait pas avoir de relations amoureuses entre vous, mais lorsqu'il s'agit de localité ou encore d'ethnie, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente, hein. Et puis bon, voilà, si l'amour est plus fort que les frontières, alors qu'est-ce qui peut encore empêcher deux personnes de s'aimer? Oui, merci. Je pense que Ezekiel a su très bien placer le décor. Pour moi, il y a un souci avec les cousins-cousines. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des cousines. J'avoue que vraiment, vous allez vous poser 1001 questions. Tellement elles sont mangeables, excusez le terme. On te dit... mangeable comment? On te dit ça, là, on ne touche pas à ça. Parce que c'est ta cousine. Ah ouais. Et il y a aussi un autre problème, c'est que parfois, on est tellement collé à la cousine ou au cousin, si bien que... à un moment donné, c'est un peu compliqué. Surtout lorsque cette personne a des rondeurs, a des courbes en vous. Je vous dis que c'est compliqué. D'où maintenant le rôle des parents. C'est-à-dire que tu pars de l'encadrement des parents et du dialogue. Parfois, et il y a un phénomène aujourd'hui. On parle des réunions de famille. Combien sont ces personnes-là qui assistent ou qui prennent part à ces réunions de famille? Exactement. Dans le temps, je me rappelle, les week-ends, on vous dit, venez les enfants, on va aller rendre visite à telle famille. Arrivez là-bas, on prépare ensemble, vous mangez, vous faites tout ensemble. Mais aujourd'hui, on mène beaucoup plus une vie, je dirais, capitaliste, si bien que on ne se soucie pas vraiment ou plus vraiment de l'autre. Donc, ce qui fait que il n'y a plus ce lien familial. Donc, du coup, on ne se connaît pas vraiment. Et parfois, peut-être, c'est lors d'une réjouissance, d'une grande fête, des retrouvailles. Bon, tu trouves la cible, tu dis, ah, ça là, je dois abattre la cible là. C'est une proie. Et après, maintenant, tu apprends que c'est ta cousine. Parfois, même, ils sont déjà arrivés à un niveau très élevé. Avant qu'ils n'apprennent que c'est une cousine ou bien c'est un cousin. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les familles fassent l'histoire de la famille aux enfants. Il est important que les frères et sœurs, les cousins, cousines, les tantes et je ne sais quoi, fassent l'effort quand même de connaître les enfants, en tout cas de la famille. Qu'on multiplie beaucoup plus les réunions. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos réunions de famille sont devenues beaucoup plus des réunions de qui est décédé, il fallait faire les funérailles, qui a d'autres, qui a ceci. Mais je pense, en tout cas, pour ma part, qu'il y a mieux à faire pour pouvoir valoriser nos familles. Ça, c'est un premier aspect. Un second aspect va concerner cet amour, en tout cas tout ce qui rentre dans l'ethnocentrisme. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Mais il y a un autre facteur qui aujourd'hui, un sérieux problème qui gangrène notre société. Il s'agit de cet amour entre le beau-père et la belle-fille. Cet amour-là détruit considérablement ou encore véritablement les familles, les couples et personne n'en parle. Il y a de ces beaux-parents qui mettent même la pression à la belle-fille. Peut-être le monsieur n'est pas au pays, le monsieur est à l'extérieur et il demande à ce que la fille soit en famille pour être beaucoup plus en sécurité. Et le beau-père fait plutôt de cette fille-là sa deuxième femme. Parfois, ça rentre dans les menaces, ça rentre dans un peu de tout. Et récemment, il y a eu un cas comme ça. Alors, c'est pour dire qu'il y a un sérieux problème, en tout cas, d'éducation de nos jours. Plus loin, en tout cas, avant de finir, je dirais qu'il y a également un problème aussi qu'on ne parle pas très souvent, c'est l'amour entre le papa et sa fille. Le papa, peut-être pendant l'adolescence de la fille, il était vraiment collé. La fille s'est vraiment confiée à son papa. Finalement, je ne sais ce qui se passe dans la tête du papa. Il transforme cette fille-là en sa femme. Si bien que parfois même, il interdit à la femme de se marier. À la fille de se marier. Quand il voit un garçon même rôder autour de la fille, mais il devient son ennemi juré. Son premier ennemi. Alors moi, je dis qu'il y a un sérieux problème. Et pour finir, vous savez, avec l'arrivée en tout cas avec la mondialisation et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, la digitalisation et tout, le monde est en train de passer d'une période à une autre. Et excusez-moi, je vais rentrer un peu plus dans le domaine un peu plus mystique. Avec en tout cas la multiplication
de ces réseaux, hein, en tout cas cette confrérie exotérique ou encore de sectaires, il y a des pratiques qui naissent, qui dépassent notre entendement. Le papa, pour des rituels, pour pouvoir atteindre un niveau au nom du pouvoir, de l'argent, de je ne sais quoi, est capable de coucher avec sa fille, est capable même de faire de sa fille sa seconde femme. Il est capable même de faire de sa belle-fille de je ne sais quoi. On est capable de sacrifier n'importe qui, en tout cas, pour pouvoir avoir le pouvoir, l'argent et autres. J'assure, je vous dis que c'est un sérieux problème. Récemment, moi, j'ai suivi un témoignage d'une fille comme ça sur une télé. Je vous dis qu'on était obligé de masquer la fille, de changer sa voix. C'était des pleurs, c'était des larmes. Je vous dis, c'est un sérieux problème et il est très bien qu'on en parle. Nous sommes en période des vacances. Les enfants vont encore se déplacer. La dernière fois, on a dit ça. De famille en famille pour aller rester de l'autre côté. Il faudrait qu'on leur inculque dès maintenant ces valeurs parce que nous sommes en train d'assister à une chute des valeurs morales. Je vais également, quand on parle d'amour interdit, je vais peut-être aller du côté de la médecine. Vous savez que par exemple, on nous demande aujourd'hui de faire des analyses avant de pouvoir se marier. Le bilan prénuptial. Voilà, surtout quand tu es drépanocytaire, il faudrait que tu fasses des analyses pour voir si vous êtes compatible. Emmener ton conjoint plutôt à faire ces mêmes analyses pour voir si vous êtes compatible ou pas, parce que ça y va de la santé, de l'avenir des enfants qui vont naître dans cette relation-là, Charles. Aujourd'hui, les gens ne le font plus. Dès qu'ils s'aiment, ils se disent que bon, c'est la limite. Et c'est triste. Voilà, c'est triste. Maintenant, ce sont les enfants qui portent peut-être le chapeau. Qui en pâtissent. Voilà. Et Jacques, waouh. Tu as vraiment tout dit, je ne sais plus quoi ajouter, j'étais là, j'étais vraiment ébahie. Mais ce qui est triste, c'est que dans certaines contrées, le mariage entre cousins et cousines sont acceptés. Voilà, sont acceptés. Je ne sais pas à quelle fin. Bon, à ce qui paraît, normalement, ça a des conséquences. Mais comment est-ce que ça se fait dans ces contrées, nous ne savons pas. Mais moi, je suis vraiment contre ce mariage entre cousins et cousines. J'ai un cousin qui, comme ça, me drague. Bon, au départ, il ne le savait pas. Mais après, dans les échanges, pour mieux se connaître et tout ça, on a remarqué que nous sommes de la grande famille, en fait. Mais jusqu'ici, il refuse de comprendre qu'on est cousin, cousine, que ça ne peut pas se faire. Il va jusqu'à dire qu'il est prêt à me faire la dot et tout. Si tu me suis, je te dis encore de parce que toi et moi, nous sommes elle a venu régler encore pour vous. Profite de l'occasion, en fait, pour... Tu attendais le terme. J'attendais le terme, en fait, pour lui dire, je sais qu'actuellement, il est peut-être en train de nous suivre, donc je profite pour te dire que non, ça ne peut pas. Ça fait mal, hein. Voilà. À la télé, en plus, ça fait mal. Si au moins on venait de deux familles différentes qui peut-être avaient des antécédents comme l'a dit Ézéchiel, on pouvait trouver un terrain d'entente, voilà, un terrain d'entente et puis voilà, mais là c'est vraiment interdit, donc interdit pour de bon. Alors Blondine, quand Jacques parlait de vacances, j'ai eu un tilt par rapport à un phénomène qui, en tout cas par lequel périt aujourd'hui la jeunesse. C'est des amours interdits qui ne sont pas forcément formels. Je les appelle les amours semi-interdits, mais semi-formels interdits. C'est lesquels? On est en période de vacances. Moi, l'ami de Jacques, qui suis déjà sorti avec Charlène. Le même Jacques, qui est mon ami, avec qui je mange, va après sortir avec Charlène. Mais notre jeunesse périt aujourd'hui par ça. C'est-à-dire que des amis qui mangent ensemble, qui font tout ensemble aujourd'hui, on sait que chez nous, traditionnellement parlant, il y a des trucs qui sont impossibles, la nature rejette certaines choses. Mais c'est des jeunes qui meurent à cause de ça. C'est ça. La mondialisation veut faire parce que on se dit que c'est pas parce que c'est mon ami qu'il est sorti avec cette fille que je peux aussi me permettre de sortir avec cette fille. On dit quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Alors que même si c'est des liens d'amis, il y a des amis qui deviennent des frères par ce qu'ils partagent, par ce qu'ils font ensemble. Donc aujourd'hui, disons que c'est l'occasion de passer un message à nos frères et sœurs. Mais évitez de faire ça. On s'étonne que les jeunes meurent n'importe comment aujourd'hui, mais c'est juste ça, hein. C'est-à-dire que vous couchez entre vous, c'est des vortex qui se créent à tout bout de champ.
C'est-à-dire qu'on peut prendre un groupe d'amis de 10 personnes où toutes les filles et tous les garçons ont déjà couché ensemble une fois. Ouais. Et c'est des trucs qui tuent. Donc voilà, en tout cas chez nous ici au Togo, ou bien, je sais pas si dans d'autres contrées en Afrique, hein, on en a, mais excusez-moi, mais c'est des choses à éviter parce que ça conduit directement dans le cercueil. Donc je pense que c'est l'occasion aujourd'hui d'en parler pour que les jeunes sachent que même entre amis, mais il y a des amours qui sont interdits, il y a des trucs que vous ne devez pas faire lorsque vous êtes amis. Donc voilà, j'ai aimé revenir un peu sur ce cas-là aussi parce que c'est pas très connu des jeunes aujourd'hui, mais c'est des trucs qui font vraiment aujourd'hui envoyer des gens à la mort. Voilà. Et puis ce qui m'étonne, c'est qu'ils savent que tel est déjà sorti avec telle personne. Oui. Et ça fait leur fierté en fait. Pourtant, il y a des conséquences. Il y a une conséquence qu'on appelle l'aloplie. C'est bien voilà, ça que je voulais parler. Qui tue réellement. Ça tue. Donc, il faut vraiment faire attention. Ils se disent que voilà, nous sommes sortis avec la même fille. C'est un honneur en fait. Pourtant, ça a des conséquences après. Suspension. Voilà. Ouais, en fait, le cas d'Ezekiel a attiré mon attention sur un fait. Mais avant, il faut également dire, hein, lorsque vous faites des enfants consanguins, il y a aussi un problème d'ordre sanitaire qui se pose. Il y a des maladies qui viennent. En tout cas, les médecins en savent beaucoup. On en a parlé. Il y a quand même des maladies qui surviennent. Mais moi, je voudrais revenir sur deux aspects. Nous sommes en période de vacances. Vous savez, parfois on se laisse emporter parce que nous prenons l'alcool et tout, les big chill par ici, par là. Et quand on se laisse emporter, en tout cas par cette dérive là de je ne sais quoi, on finit par commettre l'irréparable. Alors il faudrait sincèrement qu'on fasse appel à la lucidité des jeunes. Et puis il y a un amour que je ne saurais expliquer, l'amour entre son ex. Ils se décident de rompre, de mettre fin à leur relation, mais 1 an, 2 ans après, on se croise et ils se mettent ensemble ou bien ils font le coup d'un soir. Généralement, c'est après un petit message, tu ne dors pas. Voilà. Mais c'est dangereux. Le problème en fait. Attends, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que parfois les gens se marient jusqu'à ramener l'ex à la maison. Récemment au Bénin, il y a eu un cas comme ça. La dame s'est mariée et elle a rendu visite à son ex. Curieusement, ils ont construit. Et puis, quand la dame est rentrée à la maison, elle dit qu'elle ne voyait que des serpents qui lui courent après. Des serpents qu'elle voit dans la maison un peu partout. Elle ne sait plus quoi faire et elle demandait, solliciter l'aide des gens. Alors c'est pour nous dire que nous sommes, en tout cas, l'Afrique a ses traditions, a ses valeurs, ses principes. Sincèrement, il faudrait qu'on aille encore à l'école pour apprendre. Quand on dit l'amour oui, mais il faut parfois intervenir la raison. Il faut être lucide dans ce que nous faisons. Et je vais revenir encore sur l'éducation que nous donnons à nos enfants. L'histoire est importante. Je m'arrête. Alors, j'aimerais placer une petite proposition juste pour finir parce que je pense qu'aujourd'hui, ça devient important. C'est vrai qu'on a des cours d'éducation sexuelle aujourd'hui au niveau de quelques écoles, de quelques lycées, mais c'est aussi important de mettre, si c'est possible, une matière en rapport avec la sociologie, aussi pour permettre aux enfants de connaître dès le bas âge, en tout cas dès les âges de base, qu'il y a des choses qui ne se font pas sociétalement parlant, et pour leur permettre justement qu'à l'âge mature, voilà, ils puissent faire une différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien au niveau de la société. Voilà. Merci beaucoup à tout un chacun. Je précise que ce sont nos avis que nous partageons avec vous. C'est vrai que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais tenez quand même compte de ce que nous vous disons dans cette émission parce que on parle des principes de la vie, on parle de ce qui se passe exactement et prenez soin de vous. Comme on le dit, nous sommes en période de vacances, vous les parents, vous avez la lourde tâche. Avant c'était les enseignants à l'école, mais non, vous avez la lourde tâche de vous occuper de vos enfants, de leur inculquer de bonnes valeurs. Essayez quand même de discuter avec ces enfants-là avant de les envoyer en vacances. Ce sera tout pour l'info. Pour la causerie. J'étais tellement pressée. J'étais tellement pressée d'annoncer info du jour, justement info du jour. Aéroports, hôpitaux, banques, de nombreux secteurs ont été victimes vendredi 19 juillet d'une mise à jour de Windows qui aurait mal tourné. Des vols ont été par exemple annulés. Plus de précisions avec nos confrères de TV5 Monde Afrique. Telle une
une traînée de poudre, l'écran bleu de la mort se répand à travers le globe. Une panne informatique géante survenue ce vendredi sème la zizanie dans l'économie mondiale. Parmi les secteurs affectés, la bourse londonienne, les aéroports et même les chaînes de télévision. Cela nous affecte, nous, à Sky News, dans notre émission, comme beaucoup de clients et d'entreprises. Ce qui s'est passé, c'est que nous pensons qu'une société de logiciels de cybersécurité appelée CrowdStrike s'est apparemment effondrée. Si nous regardons notre studio, voici à quoi cela ressemble sur de nombreux ordinateurs à travers le monde en ce moment. Certaines entreprises se sont retrouvées entièrement à l'arrêt. C'est le cas de cette chaîne de supermarchés en Australie, contrainte de fermer l'ensemble de ses boutiques, faute de pouvoir faire fonctionner ses caisses. Mais c'est surtout dans les aéroports où l'impact du bug est le plus visible. De nombreux avions restent cloués au sol, forçant les passagers à attendre que la panne soit résolue. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est assez angoissant quand même finalement de se dire qu'on dépend de pas grand-chose. À l'origine du problème, une mise à jour défectueuse d'un logiciel antivirus déployé sur Windows, système d'exploitation le plus répandu au monde. La société de cybersécurité CrowdStrike est mise en cause. Son PDG a annoncé dans la matinée la mise en place d'un correctif. Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé. Ce correctif ne s'appliquera pas automatiquement sur les machines touchées par la panne. Le retour à la normale pour les entreprises concernées risque donc de prendre du temps. Cette crise est la conséquence directe d'une informatique mondiale uniformisée, selon cet expert. Ça pose un problème d'un nœud critique. On a de fait cet éditeur américain qui est un nœud critique mondial, in fine, et lorsqu'elle a un problème, c'est tout le monde qui a un problème. Est-ce qu'on commencerait pas un travail pour diversifier un petit peu les logiciels qu'on utilise, prendre aussi cette considération-là en ligne de compte lorsqu'on fait des achats, lorsqu'on installe les différents logiciels au sein de l'entreprise? En début d'après-midi, le trafic de certains aéroports reprenait doucement, comme ici à Berlin. Le temps d'une matinée, la panne des écrans bleus aura déjà marqué l'histoire de l'informatique. Voilà, plusieurs applications ont été bloquées durant ce week-end pour les férus d'Internet, pour toutes ces personnes-là qui sont vraiment... comment dirait-on, qui dépendent voilà, de l'internet. Il y a eu un sérieux problème ce week-end, du moins pour ceux qui sont accros à ça. En tout cas, moi je ne suis pas accro, mais comme ça me permet de travailler, j'ai aussi remarqué cette panne-là, Ezekiel. En effet, j'ai remarqué aussi, on a tous un peu remarqué à certains niveaux le souci qu'il y a eu mondialement, en tout cas pour ceux qui sont souvent avec leurs ordinateurs et qui travaillent souvent, surtout avec Windows. Donc il y a eu ce souci-là. Et on a aussi compris à quel point nous dépendions. Vraiment, il suffit qu'on appuie sur un petit bouton pour que... On a compris à quel point nous dépendions parfois de ces systèmes technologiques, en tout cas de ces technologies-là. Moi, je pense que, en tout cas, la grosse erreur a été soulignée même dans le reportage parce que pratiquement tout le système mondial dépend d'un système de base qui a été installé depuis un moment déjà. Donc ça fait que dès qu'il y a un petit problème de l'autre côté, tout le monde va en souffrir. C'est aussi, je pense que c'est le moment que les États et les pays commencent à penser à, disons, diversifier effectivement les systèmes, les technologies différemment pour que si un pays est touché, les autres pays peuvent continuer à travailler ou même les gens peuvent continuer peut-être à se servir par exemple de VPN et travailler peut-être avec des technologies de d'autres pays. Donc je pense que c'est important aujourd'hui que les gens sachent l'importance du système technologique aujourd'hui parce que pendant le week-end, beaucoup d'entreprises ont perdu beaucoup d'argent. Des milliards pendant ce week-end. Donc c'est important que les systèmes technologiques puissent être diversifiés. Mais quand on dit que le monde est devenu un village planétaire, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça qu'il s'agit. On est tous citoyens du monde maintenant, donc tout le monde en a pâti ce week-end. C'est vrai, ça a touché plus d'un. Il y a quoi à nous. Pourquoi moi je n'ai même pas remarqué? Parce que j'avais un souci avec mon téléphone. Je n'ai même pas remarqué. Tu as sauvé. Et ce sera tout pour Info du jour. Place à présent au défi de la semaine. Alors aujourd'hui, Ezekiel, tu as décidé de nous régaler avec
ton défi? Dans le défi, c'est pas seulement marcher longtemps, faire beaucoup de sport, voyager, tout ça. Non, dans le défi de la semaine, mais on va faire comme Charlène un peu aussi, on va manger. Tu as choisi justement le jour Charlène fait sa chronique. Oui, ça fait exprès. J'espère que vous vous êtes arrangé là-bas. En coulisses, avant de venir ici. Sortez les bonnes choses. Très souvent, Charlène vient nous narguer ici, comme quand on ne connaît rien de la cuisine. Jacques, peut-être que c'est toi qui vas sortir perdant de ce défi. Je dis ça, je dis rien. Bon, alors le principe du défi de cette semaine est très très simple, c'est de pouvoir vous-même vous confectionner vos plats chez vous à la maison. Jacques a reçu Balpé. Pas là seulement. Moi je le dis rien encore. Bon, même pour les célibataires qui pensent que voilà, chaque soir quand on rentre du taf, il faut aller acheter quelque chose à manger, passer Diallo rapidement ou faire une petite commande en ligne et se faire livrer. Non, cette semaine, on va essayer de confectionner des plats nous-mêmes à la maison parce que non seulement ça a beaucoup d'avantages au niveau de la santé, mais aussi au niveau au niveau sociétal, au niveau de votre vie en général. Donc voilà, ça peut avoir un bon impact sur vous et puis c'est moins coûteux, on peut le dire déjà, c'est aussi très moins coûteux. Et puis on me dit souvent, quand tu prépares à la maison, tu manges, ça a un goût différent et puis tu es rassasié. Quand tu fais ailleurs, ça n'a pas le même impact. Si je prends le cas de l'aïmolou, j'ai fait un petit sondage le week-end chez mes amis. Mes amis me disent que lorsqu'ils préparent aïmolou chez eux à la maison, qu'ils n'ont pas forcément envie de manger aïmolou avec du spaghetti, avec du macaroni. Ouais, c'est important. Mais dès qu'ils sortent pour acheter aïmolou quelque part, sans macaroni, ils n'arrivent pas à manger. Vous voyez déjà la différence, ça veut dire qu'ils sont plus à l'aise lorsqu'ils le font eux-mêmes. Donc ils n'ont pas besoin d'ajouter forcément un autre ingrédient ou autre chose pour pouvoir bien le manger. Alors que lorsque c'est dehors, sans ça, ils ne peuvent pas le manger. Donc c'est un petit sondage qui a été fait sur 10 personnes. Mais sur 10 personnes, 9 me disent que en dehors de la maison, sans spaghetti, c'est pas possible. Mais chez eux, c'est tranquille, ça passe. Parfois il y a aussi l'influence. Quand vous sortez, on se dit bon, je voudrais quand même que je fasse un achat qui réponde quand même. Donc les gens ne disent pas que mon plat là il est trop maigre. Alors qu'à la maison, tu peux faire le plat du pauvre, tu manges, avec personne ne sait. Personne ne sait. Alors ça me vient tout de suite, tu me dis pourquoi pas ce week-end j'invite Blandine, Charlène et Ezekiel chez moi pour un petit foufou party. On arrive des médicaments contre la diarrhée. C'est un défi qu'il aura relevé. C'est mon défi de la semaine. Je refuse pas, je vais y aller, mais en allant, je tiens un comprimé contre la diarrhée. Tu es exclu. On espère que ce sera foufou pilé dans du moitié. Bon, j'aimerais vous parler de l'importance que ça peut avoir. Je parlais de l'aspect économique. Voilà, que c'est une pratique qui est. Enfin, souvent on pense que lorsqu'on fait des achats et qu'on vient préparer, c'est plus coûteux, mais au contraire, c'est vraiment beaucoup moins coûteux. Et puis il faut savoir que le fait de cuisiner ses propres plats et puis permettre de consommer des produits plus sains et de moins calories, parce que sur le marché ou lorsqu'on va on va acheter des trucs dehors, mais on constate parfois qu'il y a beaucoup de graisse, beaucoup de cubes par exemple, beaucoup d'additifs, beaucoup d'additifs qui font que le plat est bon, on a le goût, mais après au niveau sanitaire c'est pas ça. Et puis des études ont même prouvé que cuisiner soit même réduit le stress. C'est un peu comme un hobby. Les gens ont le hobby de pouvoir cuisiner tout simplement. C'est comme des gens qui font le foot, qui font le basket. C'est la même chose. Les gens aiment juste cuisiner pour le plaisir. Et puis ça stimule la créativité. Voilà, vous allez innover en cuisinant. Ça réduit les déchets aussi chez vous à la maison. C'est la protection de l'environnement aussi, entre guillemets. Parce que quand vous ramenez les sachets plastiques, tout ça, c'est des déchets que vous créez. Et puis ça développe aussi des liens sociaux. Parce que si vous avez des personnes qui aiment manger, pas même cuisiner, qui aiment juste manger, mais ils vont vous dire voilà, j'aime bien manger ci, ça, et vous allez vous dire ok, je peux vous faire ci, ça à manger, et donc voilà, ça développe aussi les liens sociaux. Et comme je vous invite. Voilà, justement, Jacques vous invite. Donc, 10 heures. Et donc ça vous permet aussi d'élargir vos horizons. Oui. Je veux dire que par exemple les gens aiment cuisiner par exemple Evé, Mina, voilà, il y a des ethnies qui ont des plats spécifiques. Donc vous allez dire ok, je sais faire ça de chez moi, mais est-ce que de l'autre côté est-ce que je sais faire ça? On parle de par exemple le brassage culturel, donc ça élargit aussi voilà les horizons. Aujourd'hui Charlène dans son émission Ma nourriture, ma santé nous apprend beaucoup. Voilà. C'est l'opportunité pour vous d'aller sur nos
nos sites, d'aller sur YouTube par exemple, télécharger peut-être l'émission, suivre et puis le tour est joué. Parce qu'aujourd'hui avec Internet, on peut tout. Vous suivez tout simplement la logique de la recette et puis je vous promets que vous y arrivez. Vous allez aimer. Mais pas forcément télécharger, suivre en ligne aussi c'est bien. C'est bien aussi de suivre en ligne. Mais... Ce que j'aimerais ajouter à ce que Ezekiel a dit, c'est qu'il y a aussi l'hygiène. Voilà. Souvent, nous mangeons au bord de la route. Nous ne savons pas comment est-ce que ça se passe, comment la cuisine se passe à la maison. Il y en a, quand tu vas chez eux, si on te dit de revenir acheter à manger chez la dame, tu vas dire non. Bien sûr. Les conditions dans lesquelles les dames préparent, c'est vraiment, vraiment déplorable. Même les brochettes que nous mangeons. Je suis allée libre comme ça. Je suis allée une fois quelque part. C'était pour discuter avec la dame, pour pouvoir voir s'il y a possibilité de faire un tournage. J'ai vu la cuisine, sincèrement. C'était vraiment sale. Il y avait tous les casseroles et tout, il y avait tout par terre. Les sauces qui n'étaient même pas couvertes et tout. Nous mangeons du n'importe quoi. Le mieux, c'est de faire à manger à la maison. On sait dans quelles conditions est-ce que nous-mêmes nous l'avons préparé. Les ingrédients qu'on utilise, il y en a qui utilisent des colorants aujourd'hui pour faire les sauces. Des additifs. Voilà, c'est pas du tout bon pour la santé. Donc voilà, on sait que les tomates coûtent cher. Surtout aujourd'hui, nous achetons du com par exemple. Le com, la tomate est chère, mais quand tu viens, tu achètes un com, on te donne la sauce. La sauce, tu te demandes comment est-ce que la dame trouve l'argent, trouve les fonds pour avoir autant de tomates et autant de sauce. Pour te donner autant de sauce. Donc nous mangeons vraiment de n'importe quoi. Le mieux c'est de le faire à la maison. Ezekiel, quelque chose à ajouter? Alors pour finir, j'aimerais prodiguer 2-3 conseils à ceux qui aimeraient s'essayer à ce défi cette semaine. Alors il faut avoir déjà une bonne compréhension et des caractéristiques des ingrédients par exemple. C'est-à-dire que savoir à quoi sert quel ingrédient avoir de s'aventurer dans la préparation de ces plats, c'est très important pour ne pas s'intoxiquer. Alors il faut aussi connaître quelques techniques de coupe et de cuisson, c'est-à-dire qu'il faut savoir couper des oignons, Jacques, et couper des oignons par exemple, ou voilà, couper de la carotte, des tomates, tout ça, mais aussi connaître le temps de cuisson des aliments que vous préparez aussi, c'est très important. Savoir faire une sauce et gérer l'assaisonnement, Jacques, je suis désolé. Et sans oublier qu'il faut connaître et respecter les règles d'hygiène de sécurité, comme l'a dit Charlotte, c'est-à-dire que voilà, nettoyer très bien la table, le plan de travail sur lequel vous allez cuisiner, tout ça c'est très important. Donc l'hygiène, connaître les grands ingrédients, les caractéristiques, à quoi ça sert, et bien connaître le temps de cuisson aussi de vos aliments, les quelques conseils que j'ai pour vous, voilà, pour le défi de cette semaine. Alors c'est parti pour le défi. Merci beaucoup Ezekiel. J'espère que vous aurez à relever le défi là, pardon. Jacques, pardon, tu as quitté. Tous ceux qui vont se moquer de moi. Est-ce que, attends, on a commencé la rubrique là, j'ai dit, il nous invite le samedi. C'est-à-dire qu'il aura relevé le défi. Mais pourquoi tu me poursuis comme ça? Comme il a reçu une balle perdue. Tu es pardonné. Tout de suite, que sais-je? Nous avons récemment parlé, donc que sais-je, de la coupe d'Igi. Et aujourd'hui, Jacques poursuit avec le caducée dans la rubrique que sais-je. Alors, des symboles de médecine. Bon. Tout à fait, il est important de comprendre ces symboles de médecine parce qu'il y a toute une histoire derrière. Parfois on se pose la question, est-ce que la médecine aussi serait un peu sectaire? Pourquoi ces symboles, le serpent par ici, voilà. Et puis un petit résumé de la dernière fois quand on parle de la coupe d'Igi, donc c'est beaucoup plus utilisé en pharmacie. Voilà, et tout. Alors aujourd'hui je voudrais revenir un peu sur le caducée. Vous savez, installez-vous confortablement parce que aujourd'hui dans cette rubrique, je vais vous amener à la faculté des sciences de la santé, également en histoire. Ce sera un brassage, un mélange que je vais vous servir. Eh bien, quand on parle du caducée, il y a le caducée d'Hermès. Vous voyez, le caducée d'Hermès, vous allez voir les images tout à l'heure, c'est souvent ce bâton avec 2 têtes de serpent.
entrelacés. Alors, lorsque nous voyons cela, c'est ce que nous appelons le caducée d'Hermès. Et il y a certaines personnes qui l'utilisent, comme symbole. Voilà, vous allez le voir là-bas. Il y a certaines personnes qui l'utilisent comme symbole en médecine. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Mais c'est pas vraiment conventionnel parce on a essayé d'harmoniser par après. Eh bien, il faut également dire que ce caducée-là est beaucoup plus utilisé traditionnellement comme symbole des voyageurs, des voleurs, des commerçants. Donc, la médecine n'a pas vraiment adopté ce caducée-là avec les deux têtes là que nous voyons, les deux têtes ces deux serpents entrelacés. Donc, c'est le caducée d'Hermès ou encore de Mercure. Maintenant, moi, je vais beaucoup plus m'intéresser à ce que nous appelons le bâton d'Asclépios. Vous voyez, aujourd'hui là, je vous amène carrément dans la mythologie grecque. On a fini les études depuis. C'est des choses bonnes à savoir. C'est vrai. La dernière fois, je vous avais dit qu'Hygie est la fille d'Asclépios. Eh bien, Asclépios est le fils d'Apollon. Donc, Apollon, c'est le grand-père d'Hygie. Voilà, donc Apollon, c'est le dieu de la lumière, de la vérité, de la prophétie. Vous voyez? C'est justement lui qu'on est en train de voir. Voilà, donc lui, c'est Asclépios. Voilà, c'est Asclépios. Eh bien, il faut dire que Asclépios est un médecin très habile. Et la légende raconte qu'un jour, il allait quand même guérir la fille d'un roi. Et il a rencontré un serpent. D'accord? Il a tué le serpent parce que c'était un serpent qui s'était opposé sur sa voie. Il a tué le serpent et un autre serpent est venu ressusciter ce serpent-là qui était décédé avec une herbe. Alors ça l'a inspiré et il a pu quand même utiliser l'herbe pour guérir la fille du roi. Alors vous allez très souvent voir Asclépios représenté avec ce bâton et un serpent. Parfois même vous verrez même le serpent avec l'herbe quand même. Alors il faut dire que Asclépios est le dieu de la médecine. Et l'on raconte même qu'il est capable de ressusciter un mort. Ouais, qu'il était capable de ressusciter un mort. Et ce qui a entraîné par moment un conflit entre Asclépios et Zeus. Alors c'est pour cela, la légende aussi raconte que Asclépios a été tué par Zeus. Parce qu'il y avait un souci, ce souci-là de ramener les morts à la vie. Donc ça causait un petit problème d'équilibre entre le mortel et les dieux. Oui, en effet. Et il y a un autre dieu quand même qui a forgé l'éclair qui a quand même servi à tuer Asclépios. Alors, quand on revient à l'essentiel, il faut dire que dans la description, il s'agit d'un bâton simple entouré d'un seul serpent. Alors, comme origine, il faut dire que Asclépios était le dieu grec de la médecine, d'accord, et de la guérison. Donc, selon la légende, il utilisait ce bâton, en tout cas dans ses pratiques médicales. Alors, il faut dire qu'après, ce symbole a été harmonisé, reconnu par la médecine, parce que je l'avais dit que le serpent servait également d'un passage de la vie à la mort. Eh bien, la médecine aussi, c'est pareil. Alors, vous allez remarquer, prenez juste le logo de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Regardez un peu l'insigne. Vous verrez juste un bâton, voilà, comme ça s'affiche à l'écran, un bâton avec un serpent. Alors ça, c'est la vraie représentation de la médecine et qui a opté pour le symbole, en tout cas le bâton d'Asclépios. Alors donc c'est comme ça, les choses ont évolué pour faire référence également à ce dieu de la médecine qui était capable de tout, qui soignait un peu de tout et qui avait tellement de connaissances dans la médecine. Donc la médecine, pour faire honneur à ce dieu-là, a préféré opter pour le caducée ou encore le bâton d'Asclépios. Et parfois même quand on veut pousser plus loin dans cette histoire, on se rappelle en tout cas de la Bible, de cette histoire-là, je pense de Moïse, entre-temps il y avait ce serpent là et son bâton voilà, on a fait la représentation et tout ce qui se faisait mordre quand même par le serpent, une fois qu'il regarde ce symbole là, ce bâton retrouvait quand même guérison. Donc c'est toute une histoire. Quand on prend la médecine également, c'est toute une histoire qui est derrière, qui a tout un sens. On va poursuivre quand même, vous verrez avec les autres symboles, vous allez mieux comprendre que tout ce que nous voyons en médecine a une histoire, a un bien fondé. Rien n'est fait au hasard. Merci beaucoup, Jacques, de nous informer sur la médecine à travers ces symboles-là. Nous allons donc aller en pause et nous revenons juste après.
L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Retour donc dans cette émission qui vous accompagne depuis très exactement 11h32 minutes. Nous sommes 10 heures. 10 heures. Non mais c'est Jacques, tout ça là c'est Jacques. C'est la mythologie grecque. C'est Jacques. Pas trop bourré. Oh là là. Alors, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et ça se poursuit par ici. À présent, nous allons nous intéresser à la recette de la semaine. J'espère qu'aujourd'hui, là, seulement là. On va manger. C'est juste après le jingle. Charlène. Oui. Décidé. Aujourd'hui, non. Les astuces, c'est très important. Hein. Ça vous permet également de conserver, d'apprendre les bases en fait. Voilà, c'est les bases. Il faut le béaba avant. Le béaba avant. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, tu nous apprends comment conserver sa confiture. D'abord, la confiture, c'est une purée, purée de fruits auquel on mélange du sucre. Mais malheureusement, il y en a qui mettent assez trop de sucre. Ce qui fait que moi, par exemple, je n'en prends pas. Parce que c'est trop sucré. Donc, pour ceux qui adorent la confiture, je vais vous apprendre une petite astuce pour pouvoir conserver. Nous-mêmes, on sait que généralement, les boîtes de conserve, dès qu'on ouvre, c'est... Normalement, il faut consommer tout ce qu'il y a le contenant immédiatement. Mais nous sommes en Afrique et... il faut faire des économies. C'est la gestion. Généralement, la confiture, on la passe dans le pain et puis c'est au petit déjeuner, on le prend. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous ouvrez la boîte et vous ne finissez pas le pot? Voilà, le pot. Il faut le mettre au réfrigérateur. Et il faut préciser qu'il faut le finir après 10 jours maximum. Et si vous n'avez pas de réfrigérateur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre du sucre en poudre et mettre une fine couche au-dessus de votre confiture. Ça va permettre à ce que la confiture soit conservée pendant un moment. Mais n'oubliez pas, maximum 10 jours après, il faut finir la boîte. Quand le contenu n'est pas fini, il faut jeter ça. Mais attendez, c'est un peu curieux. C'est sucré. Mais pour conserver, on met encore un peu de sucre. On met encore du sucre pour empêcher qu'il y ait que les bactéries, les champignons s'y installent. Ok, voilà. Intéressant. Donc le sucre empêche
la présence des bactéries, voilà, des bactéries et autres. Et Voilà pour la première astuce. Alors, il faut noter que c'est important de préciser que la durée des 10 jours est très importante parce qu'on sait que ici chez nous, on peut ouvrir une confiture le 1er janvier, mais on peut la retrouver même dans le réfrigérateur jusqu'au 31 décembre. C'est vraiment important. Et aujourd'hui également, tu nous donnes des astuces sur comment conserver du pain. Ça, là, franchement, ça m'intéresse. Parce que nous savons qu'on achète du pain 2 jours, 3 jours après, le pain est gâté. Soit la moisissure sort, apparaît sur le pain, soit le pain devient sec. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous achetez votre pain, quand vous savez que vous n'allez pas finir la baguette de pain, ne le coupez pas. Il faut vous assurer que lorsque vous coupez le pain, c'est pour le manger jusqu'à la fin, le même jour. Maintenant, ce qu'il faut faire également pour empêcher que le pain devienne sec et tout, il faut trouver un linge propre, un torchon, voilà, en coton, dans lequel vous allez emballer votre pain. Et voilà, ça empêche à ce que les moisissures apparaissent. Également, vous pouvez mettre votre pain au réfrigérateur. Et quand vous le mettez, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous le sortez du frigo, assurez-vous à le manger immédiatement. Genre à tout manger. Il ne faut pas le remettre encore au frigo et le réchauffer. Et pour le réchauffer, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le faire à la braise. Voilà. Ou si vous avez un micro-ondes, vous le chauffez au micro-ondes. Ça passe. Si tu n'as pas de... Non, si toi tu as un micro-ondes, ça passe. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est plus rapide, tu vois. Ouais, c'est plus rapide. Donc voilà. Et la dernière astuce, c'est de ranger votre pain dans un panier de pain. Couper une pomme en deux et mettre les deux parts de pommes dans le panier à pain. Ça évite à ce que les moisissures apparaissent trop vite et puis que le pain se sèche. Pomme à manger, pomme fruit. Voilà. Moi j'aimerais m'excuser auprès de ma chère tante mère parce que à chaque fois elle me dit mais mets le pain dans un torchon à côté, mets le pain, moi je comprends rien. Moi je dis ça sert à quoi de mettre le pain dans un torchon? Le pain n'a qu'à rester là, c'est quoi le souci? Ah mais je comprends que après je me plains que le pain est sec, que je veux manger, mais je ne savais pas que c'était bon. Ne le mettez surtout pas dans un sachet plastique, c'est surtout l'erreur que nous faisons généralement. Charline, ce sera c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous partons en pause et nous recevons notre invité du jour.
De retour donc sur ce plateau, nous allons à présent nous entretenir avec notre invitée du jour qui est Madame Alexis Pello. Elle est sage-femme et avec elle nous allons parler de l'hygiène intime des femmes enceintes. Bonjour Madame et bienvenue sur le plateau du bien-être. Bonjour. Comment vous allez? À merveille. Et votre week-end? Parfait. Ça nous arrange, donc on aura de bonnes informations, des informations croustillantes. Vraiment. Alors, quelles sont les principales recommandations en matière d'hygiène intime pour les femmes enceintes? Merci d'abord de m'avoir invité sur votre plateau. Ce qu'il faut pour faire une hygiène intime pour la femme enceinte, c'est la même chose que pour la femme normale. Okay. Seulement que la femme enceinte, elle est plus sensible parce qu'il y a la grossesse, il y a les changements d'hormones, il y a beaucoup de choses qui influencent là-bas. Maintenant, le plus important, ce qu'on dit toujours pour la femme enceinte, c'est de l'eau propre, tiède et votre main. Que chaque fois que je veux expliquer, je dis, vous faites la main comme ça et vous lavez seulement les lèvres, pas de doigts dans le vagin. Quand on parle de toilette intime, les femmes pensent qu'il faut mettre le doigt dans le vagin, alors que vous y amenez des microbes. Donc pour la femme enceinte, il faut juste laver là-bas, rincer avec de l'eau propre. Et si vous avez votre petite serviette, qui n'est pas la serviette pour le corps, vous utilisez là-bas, c'est une petite serviette, c'est comme les serviettes qu'on utilise pour nos bébés lorsque on les met au monde pour faire leur toilette. Donc vous utilisez là-bas, c'est seulement pour votre entrejambe. C'est un peu ça et on le fait de l'avant vers l'arrière. On ne passe pas de l'arrière vers l'avant. Précision importante. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, même si je ne suis pas une femme enceinte. Peut-être que je pourrais quand même engrossir l'enfant de quelqu'un un jour. On ne sait jamais. Tout est possible. Eh bien, madame, il y a une question qui me vient à l'esprit. Ouais. C'est vrai que vous recommandez rien que de l'eau, mais n'y a-t-il pas des produits spécifiques que vous pourriez recommander à ces femmes-là, ces femmes enceintes, pour pouvoir peut-être améliorer leur hygiène intime ou leur toilette intime? D'accord, je vais commencer comme ça. Trop d'hygiène a aussi des conséquences. Pas d'hygiène aussi a des conséquences. Il y a des produits, bien sûr, mais c'est indiqué. Par exemple, s'il y a des irritations, par exemple, si la personne a trop de pertes, par exemple, qui la gêne, et ça a des odeurs. Des fois, ce n'est pas des odeurs, par exemple, qui diraient que la personne est malade, mais c'est des odeurs propres à la personne qui sont un peu fortes. Donc, on va demander à cette personne de lui prescrire des produits. On ne peut pas donner les noms ici parce qu'on ne fait pas la publicité. Pour faire son toilette intime, c'est-à-dire, elle met ça juste comme du savon, mais ce n'est pas pour mettre dans le vagin, en fait. C'est pour mettre dans le pubis, au niveau des entrejambes et les lèvres. Parce que lorsque vous amenez ça au niveau du vagin, vous allez vous irriter, vous allez dénaturer, déséquilibrer votre flore vaginale. Et ces produits aussi ont des pH neutres. Avant de prescrire ces genres de produits, il faut savoir quel pH la femme a et autres. Et ou soit carrément, il y en a précisément, lorsque les dames vont venir en consultation, on ne peut pas en parler ici. Donc, on va leur prescrire qui sont neutres, qui ne vont pas irriter la personne, quel que soit le pH vaginal de la personne. Maintenant, quels sont les risques liés à une mauvaise toilette intime? Bien sûr, comme pour toutes les femmes, il y a les infections, les vaginoses qui sont là. Lorsque vous ne faites pas bien vos toilettes, ça peut amener à des cas même graves. C'est-à-dire les microbes peuvent même migrer, créer d'autres choses. Ils peuvent rester là-bas. Vous savez, la femme, c'est comme un entonnoir. Lorsque les microbes y vont, ils migrent, ils restent là-bas. Et les microbes qui sont là-bas peuvent créer beaucoup de choses, peuvent créer des maladies jusqu'à ce que vous ayez des problèmes de concevoir. Donc, il faut bien faire son hygiène. Lorsque vous ne faites pas bien l'hygiène, comme on vient de le dire, c'est-à-dire vous mettez le doigt. Aujourd'hui, les femmes portent des ongles qui sont vraiment longs et tout. Et dedans sont sales. Je m'imagine combien de femmes ont le temps d'enlever les saletés entre leurs ongles. Vous mangez la pâte et tout, vous lavez juste les mains et vous déposez. Après, vous mettez dans le vagin pour chercher quoi. Il n'y a rien là-bas. Le vagin est plus propre que la bouche. Je le répète, c'est plus propre que la bouche. Et les microbes qui sont là-bas, vous savez, quand on parle de microbes, les gens disent c'est mauvais. Non, non. Les microbes sont là partout sur notre corps qui jouent leur rôle. Elles sont là-bas pour nous équilibrer la flore vaginale, pour que nous ne tombions pas malades. Donc, lorsque la femme enceinte ne fait pas bien son hygiène, ça peut lui créer beaucoup de choses. Ça peut créer des infections, ça peut créer des irritations, ça peut créer des grattages. Merci. Comment les changements hormonaux pendant la grossesse peuvent-ils
affecter l'hygiène intime? Parce que quand on est enceinte, on sait que c'est un changement hormonal. Comment est-ce que... Parce qu'il y a des femmes peut-être qui vont se plaindre de perte blanche et autres. Comment est-ce que les changements hormonaux puissent avoir des impacts sur l'hygiène intime de la femme? Oui, d'accord. Je ne dirais pas que ça a des impacts sur l'hygiène intime de la femme, parce que quand on va parler d'hygiène intime, c'est de laver la base, c'est de se rendre propre. Peut-être que ce que ça peut amener, c'est que la femme va plus avoir tendance à vouloir se laver plus vite. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que les hormones, lorsque ça change au cours de la grossesse, c'est normal. C'est un corps étranger qui est là dans notre corps, donc l'organisme s'adapte. L'organisme amène des hormones pour consolider cette grossesse. Au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse, il y a les hormones qui changent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le déséquilibre qui survient chez certaines femmes. Pratiquement chez tout le monde, mais arrive un moment, ça se stabilise chez certaines personnes. Mais certaines personnes, au cours de toute la grossesse, ça va être déséquilibré. Et dans notre lac local, vous allez voir, la personne fera manier dont on parle. Elle va le faire durant toute la grossesse. Même si on lui met les produits, elle va le faire. Donc, celle-là, on va lui demander de prendre des douches régulièrement, de laver là-bas pour que les pertes ne la salissent pas. Et parce que pour certaines personnes, c'est vraiment abondante. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore dire à ces dames? C'est de ne pas toujours mettre le doigt dans le vagin. Parce que ça va se déséquilibrer, ça va soit gratter, ça va soit piquer, ça va soit créer des boutons et autres. La seule chose à faire, c'est de consulter. Il y a quand même, moi j'ai un petit problème de terminologie. Souvent quand on parle de toilette intime, est-ce qu'il y a une différence? Parce que souvent vous allez entendre dire il faut bien faire sa toilette intime, il faut bien, ou bien on vous demande même de faire, on vous recommande même une certaine périodicité pour vos toilettes intimes. Bon, je comprends pas. Maintenant quand je viens à la femme enceinte, est-ce qu'il y a une fréquence qui est recommandée pour les toilettes intimes, ou bien à chaque fois qu'elle se douche là, elle fait sa toilette intime? Bon, je voudrais vraiment comprendre cela. Bon, d'accord. À chaque fois que la femme enceinte se douche, elle doit faire sa toilette intime. Maintenant, combien de fois, la question réelle, c'est combien de fois la femme enceinte doit se laver par jour? Je dirais 2 fois. D'abord, quand elle se réveille, elle se douche, et quand elle veut se coucher, elle va se doucher. Maintenant, en fonction de la période, c'est-à-dire période de chaleur, période de froid et autres. Si c'est la période de froid, vous mettez votre eau chaude et vous gardez les 2 fois par jour. Maintenant, quand c'est en période de chaleur, la femme enceinte elle-même, elle a chaud. Souvent, elle a chaud, elle suit beaucoup. Elle dégage de la chaleur. Donc, certaines, même après avoir mangé, suit beaucoup. Donc, après cela, normalement après le repas, la femme doit de se faire sa toilette intime, doit de se laver. Et j'ajoute en même temps, doit se brosser les dents parce que les dents sont plus sensibles, la gencive aussi est plus sensible. Donc la femme tout entière, elle doit faire son hygiène à elle. Donc ce n'est pas seulement cadré à son intimité. Est-ce que vous auriez des derniers conseils à l'endroit de ces femmes enceintes-là qui sont en train de nous suivre, surtout celles qui se retrouvent par exemple avec des irritations au niveau de leur partie intime? Comment est-ce qu'elles devraient s'y prendre? Comme je le dis toujours à mes chéris cocos, mes femmes enceintes, je leur dis toujours, quand vous êtes enceinte, vous venez voir les spécialistes, vous venez voir la sage-femme ou bien le gynéco, ou bien la gynécologue. Vous devenez intime avec cette personne. Du genre, cette personne devient comme un confident. Donc, lorsque vous avez des soucis, allez vers cette personne. N'hésitez pas à appeler. Dans la nuit, moi, une femme enceinte peut m'appeler 1h, 2h du matin. Parce que l'appel là que tu vas recevoir va sauver cette maman et cet enfant-là. Donc, n'ayez pas crainte de dire, je dérange la sage-femme ou bien le gynécologue. Appelez. Lorsque vous voyez des irritations, n'allez pas vous donner. Moi, je dis aujourd'hui, je les appelle pas, tous ceux qui sont ou celles qui sont sur les TikTok pour conseiller là, je les appelle les magiciens. N'allez pas voir ces genres de choses et prenez pour mettre dans le vagin que non, que ça va faire, que non. La dernière fois, je voyais même une vidéo où on disait que quand il y a une femme enceinte, elle disait dans son live que quand le temps va arriver, elle sera à 8 mois de venir vers elle, elle va lui donner un produit, l'enfant va sortir vite, comme fusée. Des choses comme ça, faut éviter. Quand vous avez des irritations, vous vous lavez normalement avec de l'eau et autres. Venez, maman, madame, gynéco, docteur, j'ai ceci. Il y a des produits, on va vous prescrire. Lorsque ça ne va pas, revenez encore. Lorsque vous sentez, il y a des signes. Lorsque vous voyez que vos pertes sont devenues jaunâtres, verdâtres,
ou bien c'est comme les petits pains, lorsque les enfants mettent du pain dans le thé, ou bien vous voyez que ça vous gratte, ou bien qu'il y a des plaies, venez voir votre sage-femme et vous allez être traité. Donc, ce que je peux dire, SOS à l'hôpital. À l'hôpital, c'est très important. Petit problème à l'hôpital. Même elle a dit, appelez-la à 2 h du matin. Elle va se réveiller, elle va s'occuper de vous. Merci beaucoup, Madame Alessi, d'être passée sur ce plateau. Merci pour toutes ces informations que vous avez eues à livrer à nous toutes, hein, parce qu'on n'a pas que parlé de femmes enceintes, on a parlé également de nous, femmes. Ça intéresse les hommes aussi. Bon, hein. vous allez revenir après pour les hommes, parce que on a parlé de ça. Bon, ils font aussi la toilette. C'est ça. Voilà, sur ce, nous marquons une interruption comme ça pour cette émission. On se retrouve demain, c'est la fin. Portez-vous bien. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre dans cette émission. Rendez-vous demain matin. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à Madame Alessi. Merci à mes chers chroniqueurs. Merci à Ezekiel de l'autre côté. Au revoir et à demain. Bye bye.